Lors de sa 34e session ordinaire tenue hier à Accra, au Ghana, le Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO a salué le gouvernement, ses partenaires et l'ensemble du peuple malien pour la signature de l'accord de paix et de réconciliation. Il a également invité ceux qui n'ont pas signé le document à le faire sans délai. Notre chronique santé du jour s'intéresse à la lutte contre le VIH-Sida au Mali. Certaines approches ont permis à Arcap-Sida de remporter des succès dans cette lutte, à savoir briser le silence autour des personnes vivant avec le VIH. Focus Santé en fin de journal. Il est 20h, bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé cet après-midi à Accra, au Ghana. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le vice-président ghanéen, le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, et une forte colonie malienne. Le président de la République participe aux côtés de ses pairs de l'espace CEDEAO à la 47e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Voilà l'arrivée du président de la République au Ghana, où il prendra part à la 47e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Il est arrivé cet après-midi à Accra. Je le disais dans les titres, le Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO salue le gouvernement, ses partenaires et l'ensemble du peuple malien pour la signature de l'accord de paix et de réconciliation. Il a fait savoir lors de sa 34e session ordinaire tenue hier à Accra au Ghana. Il a appelé ceux qui n'ont pas signé le document à le faire sans délai. Ce conseil s'est tenu en prélude à la 47e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation qui s'ouvre demain. Envoyé spécial à Accra, Amadou Sankaré et Idrissa Traoré. C'est au bord de la mer que s'est tenue la 74e session ordinaire du Conseil des ministres de l'organisation, suivie du Conseil de médiation et de sécurité. Au cours de ce Conseil de médiation, tenu à huis clos, les participants ont d'entrée de jeu félicité les autorités et le peuple malien pour la signature de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger, avant d'appeler ceux qui n'ont pas encore apposé leur signature au bas du document de le faire immédiatement pour une paix durable au Mali. Et le Conseil apporte son plein appui au Mali dans le cadre de cet accord qui a été signé et salue les efforts du président de la République, mais aussi de toutes les parties qui à ce stade tant de la plateforme que les composantes de la coordination qui ont signé cet accord. Et la CEDEAO demande donc que cet accord bénéficie d'une mise en œuvre effective et intégrale afin d'amener une paix durable dans la région. Et aussi un appel sera certainement lancé aussi à l'ensemble de la communauté internationale pour apporter son plein appui au Mali, tant en termes de ressources financières qu'en termes d'appui politique pour assurer la mise en œuvre de cet accord. Autre satisfait du Conseil, c'est l'organisation réussie des élections présidentielles dans certains pays de l'espace CEDEAO. Toutes les délégations se sont aussi félicitées des conditions dans lesquelles se sont tenues les élections au Nigeria comme au Togo. Et le Conseil a également fait des recommandations afin que la Commission puisse réunir toutes les conditions nécessaires pour s'assurer que les pays qui vont s'engager aussi dans les élections, dans les mois à venir, que cela puisse aussi se faire dans les meilleures conditions et bénéficier de l'assistance de la communauté à cet égard. C'est à la suite de toutes ces communications et décisions que les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir ce mardi autour des mêmes questions. Occasion également pour ces décideurs de dévoiler la date de célébration du 40e anniversaire de la CEDEAO. Ici à Bamako et du côté de la primature, l'envoyé spécial du Forum sur la coopération sino-africaine a été reçu en audience cet après-midi par le Premier ministre. Tchou Chao a échangé avec Modibo Keïta sur les moyens d'approfondir les relations qui existent entre la Chine et le Mali. Les discussions ont également porté sur la 6e conférence ministérielle du Forum de la coopération sino-africaine qui se tiendra en Afrique du Sud. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Salima Tandao.
Ma présente visite au Mali a principalement 3 objectifs. Premièrement, c'est de discuter de nos relations bilatérales et des moyens pour les approfondir afin que notre coopération pragmatique dans tous les domaines bénéficie au peuple des 2 pays. Deuxièmement, c'est d'écouter les propositions et les commentaires du gouvernement malien sur l'élaboration du plan d'action du Forum sur la coopération sino-africaine pour sa 6e conférence ministérielle afin d'accroître notre coopération entre la Chine d'un côté et le Mali et l'Afrique de l'autre. Et troisièmement, c'est d'échanger nos vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun afin de coordonner notre position et mieux préserver les intérêts globaux des pays en développement. Les discussions avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, se sont déroulées avec beaucoup de sincérité et elles ont couvert de très vastes domaines. Je me réjouis que nous avons obtenu beaucoup de consensus et que nous avons des points de vue similaires ou identiques sur de très nombreuses questions. Nous sommes tous les 2 très confiants de l'avenir de la coopération économique et commerciale sino-malienne et nous voulons faire en sorte que cette coopération soit portée à une nouvelle hauteur au grand bénéfice du bien-être des 2 peuples pour le prochain demi-siècle. Ouverture d'une rencontre ce matin au CICB sur la décentralisation et la régionalisation. Prennent part à cette rencontre les gouverneurs de région, les conseillers de cercle et les conseillers régionaux, entre autres. La promotion de l'administration, la gouvernance et la décentralisation sont des thèmes débattus pour la validation du document de politique générale pour la décentralisation. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. L'approfondissement de la décentralisation et la régionalisation afin de mettre le développement régional au centre de la gouvernance et la croissance de l'activité économique, telle est l'ambition de cet atelier de validation du document de politique générale pour la décentralisation avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Le document cadre politique nationale de décentralisation, le DCPND, qui sera validé à l'issue des 3 prochains jours, contribuera en grande partie à l'exécution de l'accord de paix et à la réforme administrative et politique du Mali. D'où toute l'importance de ce présent atelier. Cet atelier a 5 objectifs principaux, à savoir la promotion de l'administration territoriale, le renforcement économique de l'état de la gouvernance, l'amélioration du financement de la décentralisation, entre autres. Je ne doute pas, mesdames et messieurs, que chacun saisira l'opportunité que nous offre aujourd'hui cet atelier pour formuler, n'est pas interdit de critiquer, mais pas seulement, surtout faire des propositions concrètes à la dimension des enjeux d'approfondissement de la décentralisation. Un sincère remerciement à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur constante disponibilité et leur engagement soutenu en faveur des réformes en matière de décentralisation, développement économique et régional. Les gouverneurs de région, les conseillers de cercle, les conseillers régionaux, les partenaires techniques et financiers, le département ministériel en charge de la décentralisation se sont tous réjouis de la signature du récent accord de paix en date du 15 mai 2015. Ils gardent désormais espoir en vue de déclencher les perspectives nouvelles pour un développement durable dans un système décentralisé. D'une rencontre à une autre, cette fois-ci, c'est celle des experts pour préparer le projet d'appui à la mobilisation des recettes intérieures, 2e phase PAMORI 2. Le coût de ce projet est de plus de 8 milliards de francs CFA financé par la coopération canadienne. Il a été présenté ce matin aux responsables des ministères de l'économie et ceux des domaines de l'État. Avant son lancement, ces acteurs devront l'examiner avant de passer en revue les résultats de la première phase de PAMORI. Le point avec Sirabatili. Le PAMORI, projet d'appui à la mobilisation des recettes intérieures, entre bientôt dans sa 2e phase. C'est une assistance technique qui privilégie l'accès à la formation, la conception stratégique, la communication interne et l'équipement. Financé par la coopération canadienne à hauteur de plus de 8 milliards de francs CFA, le PAMORI 2 vise à assurer une plus grande autonomie budgétaire du pays pour le financement de ses dépenses publiques grâce à l'augmentation plus rapide des recettes intérieures par rapport au produit intérieur brut. Il n'y a pas meilleur appui pour notre pays en cette période cruciale. La mobilisation de plus en plus accrue des recettes intérieures est en effet au cœur de notre politique fiscale.
Cette politique est l'instrument par lequel l'action publique peut avoir un impact sur la réduction de la pauvreté, mais aussi sur une meilleure redistribution de la richesse. Cela peut également se traduire par la croissance, mais également sur son effet de la dite redistribution. Le PAMORI 2 a deux composantes. C'est d'abord un appui à la Direction générale des impôts du Mali et ensuite un soutien à la Direction nationale des domaines et du cadastre. C'est pourquoi le ministre de l'économie et des finances a insisté, comme le prévoit le projet, sur la consolidation des acquis. Mamadou Igor Diarra a également rappelé qu'un projet de loi de finances vient d'être adopté par le gouvernement. Notre projet de loi inclut une augmentation substantielle des recettes fiscales. Deux facteurs constituent les principaux freins à l'expansion d'une politique fiscale, à savoir la prédominance du secteur informel, mais aussi la non-imposition du secteur agricole que nous avons souhaité encourager au cours de ces dernières années. C'est pour vous dire toute l'importance que mon collègue chargé des domaines de l'État et moi-même accordons à la réussite de cet important projet et nous engageons à ne ménager aucun effort pour réunir toutes les conditions nécessaires et afférentes. Le PAMORI 2, avant donc son lancement, est soumis à l'appréciation des experts en plus du bilan annuel de la première phase. Une première phase, selon les acteurs, qui a permis l'augmentation annuelle des recettes fiscales de 10 à 15%. Un déjeuner-débat a eu lieu ce lundi sous le thème « Enraciner la culture de la paix et de la non-violence, un enjeu africain-malien » organisé par l'Institut culturel afro-arabe. Ce déjeuner-débat vise une réconciliation durable basée sur la justice, l'équité, entre autres. Dauda Sidiki Diarra. Compte tenu de la multiplication des foyers de tension dans les pays arabes et africains en général et au Mali en particulier, il est du devoir des décideurs politiques ainsi que des acteurs de la société civile d'œuvrer à l'ancrage de la culture de la paix. Cela à travers des causeries, des forats, des conférences débats comme celle de ce lundi organisée par l'Institut culturel afro-arabe. Nous avons aujourd'hui des préoccupations réelles. Je pense que l'Institut afro-arabe peut être un relais pour donner certainement l'opportunité à l'OCI et d'autres organisations pour que le monde musulman, la Oumma islamique et d'autres s'asseyent ensemble pour relever ces défis. Pour enraciner la culture de la paix, nous devons former tous nos enfants. C'est leur apprendre à vivre ensemble, pacifiquement, à résoudre les conflits sans violence. La vulgarisation de la paix et de la non-violence au sein de nos sociétés est une urgence pour le Mali. La culture de la paix aura pour socle une éducation qui prend en compte la non-violence, la bonne gouvernance, entre autres. Quand une poignée de citoyens fâchés pour des vagues raisons sans fondement crient à l'indépendance ou à l'autonomie, aux grandes dames des populations dont ils sont directement issus et au nom desquelles souvent ils parlent, il faut avouer que ni le critère racial, ni celui de la marginalisation, souvent mis en avant, ne suffiront pas à effacer des siècles antérieurs du vivre ensemble. Au cours de ce déjeuner-débat, le docteur Mohamed Salem Soufi, directeur général de l'Institut culturel afro-arabe, a fait savoir que son institut œuvrera à éclairer les gouvernements et leurs peuples sur la nécessité de régler leurs conflits, quelle que soit leur nature. Après la signature de l'accord de paix et de la réconciliation le 15 mai dernier, nous avons reçu des réactions des partis politiques, groupements de partis et associations qui se réjouissent tous de cette initiative. Il s'agit du Mouvement pour un destin commun, MODEC, de l'Association pour l'éducation citoyenne pour le développement, de l'Union pour la République et la démocratie URD, du Parti Sigikafo Ouedamounié, du Rassemblement pour le développement du Mali
Mali, RPDM, du collectif des marchés du district de Bamako, du collectif des chauffeurs du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, du comité exécutif central du parti Yélema, de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSUNEM, de l'Union des forces démocratiques pour le progrès, UFDP, du réseau malien pour le tourisme responsable et durable, Rematour. Tous souhaitent que cet accord soit le départ pour une paix durable au Mali. Il invite par conséquent ceux qui n'ont pas signé le document à le faire dans les meilleurs délais. Il félicite aussi la communauté et la médiation internationale pour les efforts accomplis. La cérémonie officielle de l'accord pour la paix et la réconciliation a eu lieu vendredi dernier en l'absence de la coordination des mouvements de l'Azawad. Le sujet est très largement traité par les journaux parus aujourd'hui. Lamine Tchakoura Koulibaly a lu certains d'entre eux pour nous. La signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, intervenue vendredi dernier, fait la une des journaux parus aujourd'hui, avec des titres généralement informatifs et quelquefois incitatifs. Mais tous s'appesantissent sur le compte-rendu de la cérémonie qui a enregistré la présence d'une dizaine de chefs d'État africains venus, comme l'indique ce confrère, soutenir le Mali. Et dans leur compte-rendu, les confrères mettent un accent particulier sur l'intervention du président de la République. L'intégralité du texte de cette intervention est d'ailleurs publiée par plusieurs journaux, dont l'Essor, le quotidien national, Info Matin, le Prétoire. Dans son intervention écrit l'Essor, Ibrahim Boubacar Keïta a tenu à remercier l'ensemble de nos compatriotes qui ont œuvré inlassablement pour donner corps à ce document. Il n'a pas manqué, poursuit les confrères, de réclamer davantage de justice et d'équité dans les actions de la mission de l'ONU. Ce faisant, titre l'Indépendant, Ibeka rappelle l'ONU à ses responsabilités et restaure la dignité du Mali, commente Info Matin, d'où ce titre du journal. Au total, l'accord a été signé par le gouvernement, 3 représentants des groupes pro-gouvernementaux ainsi que 2 membres de la coordination des mouvements de l'Azawad, précise 26 mars. Le MLLA et ses alliés ont boycotté, constate Nouvel Horizon. Les mouvements de la CMA à rang dispersé en déduit le Prétoire. Que vaut donc un accord qui n'est pas signé par toutes les parties, s'interrogent Les Échos et l'Aube. C'est tout le sens de la main tendue du président de la République à la coordination des mouvements de l'Azawad, fait remarquer 22 septembre. Et citant Ibeka, le confrère écrit « Ayons le courage d'aller vers la paix, le monde entier s'est soucié de nous », conclut le journal, qui écrit par ailleurs qu'un grand pas a été franchi somme toute vers la paix. Et cette déclaration du secrétaire de presse, ministère des Affaires étrangères du Japon, sur l'accord pour la paix et la réconciliation entre le gouvernement du Mali et les groupes armés du Nord. Le Japon apprécie hautement les efforts déployés par l'équipe de médiation internationale conduite par le gouvernement algérien qui ont abouti à l'accord. Le gouvernement du Japon continuera de soutenir tous les efforts de la communauté internationale pour la paix et la réconciliation au Mali. Nous revenons ce soir sur l'audience que le président de la République a accordée hier à Hervé Latsou, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, a insisté sur le respect du cessez-le-feu au Mali. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Diarra. Le Conseil de sécurité très clairement a affiché sa disponibilité, sa volonté en fait, d'introduire des sanctions contre tous ceux qui dorénavant violeront le cessez-le-feu. Et je crois que c'est très important, c'est un signal très fort. Il n'est plus possible. Vous comprenez, je l'ai dit au président, maintenant on va se compter. Il y a ceux qui sont du côté de la paix, ceux qui sont du côté de l'accord de Bamako, et puis il y a ceux qui sont en dehors et qui sont du côté des terroristes et des narcotrafiquants. Et c'est cela qui n'est plus tolérable. Qu'est-ce que vous allez faire pour cette dernière ? Eh bien écoutez, c'est le Conseil de sécurité qui va décider, mais je vous l'ai dit, le Conseil de sécurité s'est déclaré prêt à imposer des sanctions ciblées contre tous ceux qui se montreront coupables de ces violations. Et puis,
Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Choquel Kokalamega, était l'invité du journal de 20h d'hier. Pour lui, la partie gouvernementale n'a jamais violé le cessez-le-feu. Il rappelle le sens de l'intervention du président Ibrahim Boubacar Keïta lors de la cérémonie de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le ministre Maïga est interrogé par Amara Mali Diallo. Je pense que tous les Maliens, sans aucun risque de se tromper, on peut dire, se sont reconnus dans ce discours. En fait, le président a dit le ressenti profond des Maliens. Lorsque tous les jours, on égorge des Maliens, des agents des organisations humanitaires, on tue les soldats qui convoitent souvent des produits pour les populations. On attaque les bases de la MINUSMA. On terrorise les populations. Des chefs de village sont froidement abattus dans certaines localités. Et tout cela n'est pas l'œuvre, en tout cas si on fait une bonne lecture, de quelqu'un qui veut la paix. Et pendant ce temps, le gouvernement malien, fidèle à ses engagements, continue de cantonner ses forces armées de sécurité pour ne pas violer ses engagements. La population malienne s'interroge. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour cela que certains discours tendant à indiquer que à la fin du processus de célébration de la cérémonie de signature, certains violeraient le cessez-le-feu. En vérité, il y en a qui n'ont continué qu'à le violer depuis tout le temps. Le seul qui ne viole pas le cessez-le-feu, c'est le gouvernement du Mali, c'est la partie malienne. Nulle part, le gouvernement malien n'a manqué à ses engagements. Et donc, il est normal qu'il indique qu'il ne faut pas faire des amalgames. Il n'a pas de leçon de respect des engagements à recevoir de qui que ce soit. Et ceux qui le feraient tombent forcément dans l'amalgame. Et c'est ce que nous avons tenu à préciser. Nous sommes reconnaissants pour la communauté internationale, ceux qui sont venus dans notre pays pour la sécurité et la paix dans notre pays, le peuple malien leur sera éternellement reconnaissant. Et donc nous ne pouvons pas laisser dire que le Mali, à travers la voix de son président, n'est pas reconnaissant ou ne reconnaît pas ce que la communauté internationale est en train de faire. Et c'est pour cela que nous disons qu'aujourd'hui, plus qu'hier, je pense qu'il faut plutôt parler de la mise en œuvre de l'accord. C'est avant l'accord que le cessez-le-feu devait être le maître mot. Aujourd'hui, le maître mot doit être la mise en œuvre de l'accord. Rendons-nous à l'intérieur du pays, tout d'abord à Kita, où le Conseil national des jeunes du Mali vient de tenir une restitution de l'accord de paix et de la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, une rencontre qui a mobilisé toutes les composantes de la société de Kita. Bédi Koné, reportage. L'accord de paix issu des pourparlers d'Alger est un pas important qui vient d'être franchi vers la stabilisation du pays. La jeunesse doit s'en approprier pour sa mise en œuvre effective. C'est justement cette préoccupation qui est prise en compte au cours de cette rencontre de Kita, une rencontre organisée par le Conseil national de la jeunesse. Nous sommes conscients déjà au niveau du Conseil national, mais aussi au niveau de la jeunesse de façon générale, que les jeunes sont des vecteurs de paix, que les jeunes ont un rôle décisif à jouer dans la mise en œuvre de cet accord. Et toujours se mobiliser pour apporter leur plein soutien aux autorités de notre pays pour que la mise en œuvre soit une réussite. Une occasion saisie par les parrains de la cérémonie d'inviter la jeunesse à l'unité sacrée autour de l'accord de paix. Cet accord n'est pas l'accord du gouvernement seulement. L'accord appartient à toute la population malienne, particulièrement à nous les jeunes. Nous devons accompagner le gouvernement dans le processus de maintenir cet accord. Nous devons tout faire avec le Bureau national des jeunes pour expliquer surtout
cet accord à la population malienne. Et les préfets du cercle d'inviter la population à s'impliquer davantage pour la mise en œuvre très rapide de l'accord de paix signé. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau à Kita. Il y a une très grande mobilisation autour de l'événement. Cela dénote l'intérêt particulier que les populations de Kita accordent à la paix au Mali. La rencontre qui se tient 48 heures seulement après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale participe à la vaste campagne citoyenne d'information et de sensibilisation. Dans la région de Koulikoro, synthèse régionale ce lundi de la mission du Conseil économique, social et culturel chargé du recueil des besoins et problèmes des populations au titre de l'année 2015. Cette activité devra permettre de répertorier les attentes de la société civile afin de contribuer au développement socio-économique et culturel de la dite région. Les précisions avec Brahima Koni. Identification des problèmes entravant le développement socio-économique et culturel de la région de Koulikoro, proposition de solution à ces problèmes, voilà ce que comporte le recueil annuel 2015 des besoins de la société civile. Un document élaboré par une mission du Conseil économique, social et culturel. La synthèse de cette mission a regroupé les autorités administratives, les élus, les ONG, les représentants de la société civile, les organisations socio-professionnelles, les associations, les syndicats et les services techniques. Je crois que nous avons passé en revue tous les secteurs, nous avons passé en revue point par point l'ensemble des problèmes. Je pense que nous avons vu tous les aspects des préoccupations des populations. En tout cas, moi, je sors très ravi de cette rencontre. Les préoccupations de la société civile de la deuxième région portent essentiellement sur le développement des secteurs primaires, secondaires, tertiaires et l'amélioration de la qualité des infrastructures. En marge de cette rencontre, le président du Conseil économique, social et culturel a invité les uns et les autres à s'approprier de l'accord de paix, gage d'un développement harmonieux du Mali. Faisons un tour à Paris où le consulat du Mali a arrêté de nouvelles mesures dans le but de rapprocher l'administration des usagers et de réduire les files et les délais d'attente. En visite au consulat général, l'ambassadeur Cheikh Mouktari Diarra a salué ces nouvelles mesures et s'est engagé à appuyer les efforts du consulat pour alléger la souffrance de nos compatriotes installés en France. Reportage Magranfi Konati. Dans le souci de rapprocher davantage l'administration consulaire des usagers, le consulat général du Mali en France a pris 6 nouvelles dispositions qui améliorent l'accueil et la fluidité des usagers. Ces mesures ont pour finalité de gérer au mieux le flux très important d'usagers au quotidien. Vous savez, lorsque vous arrivez le matin au consulat, il y a environ 80 à 90 places assises pour près de 200 personnes qui sont là le matin et qui... Cela ne va pas sans créer quelques désagréments au niveau de l'accueil des usagers. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons estimé nécessaire d'accorder la priorité à certaines catégories d'usagers. Il s'agit essentiellement des femmes enceintes, des femmes qui allaitent un enfant, des personnes âgées, des handicapés également, et enfin des personnes qui viennent des provinces, mais à la seule condition de présenter un ticket. Outre ces mesures, des commodités sont mises à la disposition des usagers. Des distributeurs de boissons et de café, des photocopieuses et un tableau électronique d'information. En plus de ces commodités, le consulat envisage d'autres mesures pour réduire les files d'attente. Au niveau de l'accueil, nous avons également introduit un système de gestion électronique des files qui permet à chaque usager de venir tranquillement, de prendre son ticket selon le service dont il a besoin, que ce soit les passeports, les visas, les garanties consulaires, et d'attendre tranquillement qu'il soit appelé pour se présenter au guichet concerné. L'ambassadeur du Mali à Paris, son excellent Cheikh Mouktari Diarra, a visité les innovations du consulat. Les résultats sont au-delà de ses attentes. Tout ce que j'ai eu l'occasion de voir aujourd'hui, d'apprécier, m'a beaucoup impressionné. Je dois en féliciter M. le consul général, M. le vice-consul et tous leurs collaborateurs, parce que je crois que l'œuvre a été assez conséquente. Elle était lourde et de l'avoir menée à ce niveau-là, c'est vraiment une très très bonne chose.
Le délai de délivrance des passeports reste le casse-tête des usagers. L'ambassadeur Diarra s'y est personnellement impliqué pour une solution définitive à ce problème. Retour à Bamako, ouverture ce matin au Musée national du Mali d'un atelier international de formation pour la sécurité des sites du patrimoine culturel au Mali et initié par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Le projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et culturels de notre pays. Modibo Soiré nous donne plus de détails dans ce reportage. De mars 2012 à janvier 2013, le Mali a connu une crise sécuritaire sans précédent causant un impact grave sur le patrimoine archéologique des régions de Gao, Tombouctou, Kidal et une partie de Mopti. Et depuis un certain moment, nous assistons également dans les zones minières du sud de notre pays à la destruction des sites archéologiques par les populations locales à la recherche de l'or. C'est fort de ce constat que le département de la culture, de l'artisanat et du tourisme et l'ambassade des États-Unis au Mali ont jugé opportun d'initier cette formation pour freiner ces menaces qui affectent les sites archéologiques et autres patrimoines culturels. Cet atelier que nous venons de financer traduit la volonté de l'ambassade des États-Unis d'aider les citoyens maliens à renforcer vos propres capacités et assurer vos propres prises en charge par une participation de qualité à la vie de leur pays. C'est pourquoi nous allons avancer avec vous des initiatives de ce genre afin que le patrimoine culturel du Mali soit sécurisé. La formation qui s'étend sur 5 jours s'articulera autour de plusieurs thématiques, notamment les concepts de sécurité et la prévention du crime, l'expertise de la valeur des objets d'art, les problèmes de sécurité physique, la législation nationale en matière de protection du patrimoine, les obstacles et autres vols internes sur les sites. Autant de sujets qui seront développés par des experts américains et maliens à l'intention des agents de sécurité, des élus locaux et des responsables communautaires. La nécessité d'entreprendre des mesures de sauvegarde urgentes et efficaces pour la prévention des risques encourus par un patrimoine aussi sensible nous interpelle tous. C'est en cela que je me réjouis de la tenue de cet atelier de formation sur la sécurité du patrimoine et sur le vol et la perte des biens culturels. Je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement des États-Unis d'Amérique, à travers son ambassade à Bamako, pour son soutien constant à la préservation du patrimoine culturel malien. À l'issue de la cérémonie, l'assistance a eu droit à une visite de la salle de formation, question d'encourager les 32 participants. Et le ministre a une copie du document objet de la formation. La cellule nationale de la CEDEAO Mali informe les hommes des médias sur le processus du tarif extérieur commun de l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le processus qui est en vigueur depuis janvier dernier est un avantage pour les entrepreneurs et opérateurs économiques maliens. On en parle avec Adama Koulibaly. Les 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont dans un système unique d'application de la même taxe à l'importation des produits venant des pays hors de cet espace. Cette forme s'appelle Tarif extérieur commun, TEC. La cellule nationale de la CEDEAO Mali vient de réunir les hommes de la presse nationale pour une information des populations, en particulier les entrepreneurs et les opérateurs du pays, sur le processus. Cet instrument de politique commerciale est l'aboutissement de la volonté des hautes autorités de la communauté de réaliser l'union douanière. En effet, le TEC consiste, entre autres, à appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises entrant dans l'espace communautaire, indépendamment de leur point d'entrée et de leur destination. Les journalistes invités au séminaire avec les experts de la douane malienne seront édifiés sur les mesures de défense commerciale, mesures complémentaires de protection des opérateurs et les entrepreneurs, un système qui est une chance pour eux selon la douane. Qu'est-ce que ces schémas donnent comme avantage? C'est qu'on avait une taxation préférentielle au sein de l'UEMOA. L'UEMOA avec ses environ 100 millions d'habitants et la CEDEAO avec 300 millions d'habitants. Cela fait un marché beaucoup plus grand
et pour nos opérateurs, pour nos entreprises industrielles. Partant de là, ils doivent pouvoir applaudir parce qu'ils ont accès à un marché aujourd'hui plus important avec le schéma de libération des échanges. Les mesures prises par les pays de l'espace CEDEAO est en application depuis janvier de cette année 2015. Le président de l'Assemblée nationale informe les députés que dans le cadre de la session ordinaire en cours, une séance plénière se tiendra le mardi 19 mai 2015 et jour suivant s'il y a lieu. À l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux et séances précédentes, délibération sur des projets de loi, examen de projets de résolution, création de réseaux parlementaires et communication. Les travaux débuteront à partir de 10 heures précises dans la salle Modibo Keïta. Le président s'est compté sur la présence effective des députés. La séance est publique. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, renforce le patrimoine scientifique. Pour cela, un documentaire a été mis à la disposition de l'ONEF par le directeur de l'ANPE. Il s'agit des enquêtes réalisées au Mali dans le but de promouvoir l'emploi. Les études portent entre autres sur le secteur informel, l'analyse du système des diplômés. Compte rendu, Agali Agissa. C'est une trentaine d'études réalisées sur l'emploi par l'Agence nationale pour l'emploi ANP qui vient d'être remise à l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF. Ces documents rassemblés sur un support audiovisuel portent sur plusieurs thématiques relatives à l'emploi. De sa création à nos jours, le DOF a permis de réaliser plusieurs études portant entre autres sur le secteur moderne, les caractéristiques de la population active, le taux d'occupation, le taux de chômage, le sous-emploi, les tendances, enjeux et priorités du marché du travail. Toutes ces études réalisées par l'OEF et le DOF ont fait de notre pays une référence dans la sous-région, dans le domaine de la production et la diffusion des informations statistiques sur le marché du travail. Cet héritage qui nous vient d'être légué par l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, constitue pour l'Observatoire national de l'emploi et de la formation une véritable source d'inspiration pour la bonne réalisation des études futures. Des études qui, sans nul doute, renforceront le dispositif d'information en matière d'emploi. C'est un document qui peut servir de point de départ pour un travail déjà. Donc normalement, ça devrait permettre à l'Observatoire d'enclencher directement avec des études sur une base déjà fiable. L'ONEF est créé en avril 1996 dans le cadre de la mise en œuvre du projet Amélioration de la connaissance du marché du travail. Il remplace le département de l'Observatoire de l'emploi et de la formation de l'ANP. Retour à l'actualité régionale, les producteurs de Kolondieba s'inspirent de l'expérience de ceux de Sikasso en vue de lutter contre la malnutrition et la faiblesse de production agricole. Cette initiative, financée par l'UNICEF, est du mouvement pour la paix, le désarmement et la liberté dans le cadre de son programme de prévention de la malnutrition chronique chez les nourrissons et les jeunes enfants. De Sikasso, Dauda Diakité. C'est la ferme agricole de Mamadou Traoré à Diomatene dans les cercles de Sikasso qui a servi de cadre à cette visite interproducteur sur la diversification des productions agricoles dans les zones en déficit alimentaire. La ferme s'étend sur une superficie de 30 hectares comprenant des espaces dédiés à la foresterie, la production de céréales, l'aviculture, la pisciculture et l'élevage. Si on arrive à assurer la sécurité alimentaire, cela facilitera l'éducation et l'emploi des enfants et nos maris auront moins de dépenses à faire. La démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de lutte contre la malnutrition chronique exécuté par le Mouvement pour la paix, le désarmement et la liberté MPDL sur financement de l'UNICEF. L'objectif final, c'est que les producteurs de Kolondieba puissent s'inspirer de ce qui se passe ici et ensuite dupliquer à leur niveau. Et afin de pouvoir vraiment lutter efficacement contre la malnutrition et aussi diversifier un peu leur production et pouvoir aussi avoir des ressources convenables. Une opportunité pour les producteurs de renforcer leurs capacités dans la diversification des productions dans les zones en déficit de production,
et de maîtriser les différents paliers de la sécurité alimentaire. Ça peut être utile à plusieurs égards, dans la mesure où il s'agit de la diversification des cultures et en même temps remarquer l'importance des différents piliers de la sécurité alimentaire par rapport aux différentes productions. À la rencontre de synthèse des 48 heures d'activité, la soixantaine de participants a formulé certaines recommandations, parmi lesquelles le respect des itinéraires techniques et la disponibilité du capital pour les agriculteurs à faible revenu. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Toujours sur le plan sanitaire, plus de 100 millions de francs CFA, c'est le coût du projet de réduction de l'insécurité alimentaire exécuté par Indamali dans 2 communes de la région de Mopti. Ce projet entend améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires, nous signale Moustapha Doumbia. Le projet de réduction de l'insécurité alimentaire vise à améliorer les conditions de vie des populations de 5 villages de la commune de Dandoli dans le cercle de Bandiagara et de 4 villages de la commune de Bamba dans le cercle de Koro. Cela à travers la réalisation d'infrastructures d'intérêt communautaire, le renforcement des capacités de résilience et des activités de travail contre argent. Il est exécuté par Indamali pour une durée de 12 mois. Permettre à 5 954 travailleurs, soit environ 35 724 bénéficiaires, de recevoir en moyenne entre 70 000 et 100 000 francs CFA à travers argent contre travail. Environ 1000 travailleurs seront recrutés et 90 millions leur seront distribués à la fin du projet. Le coût du projet pour les communes de Dandoli et Bamba est d'environ 101 millions de francs CFA financés par le ministère allemand de l'aide humanitaire et Caritas Allemagne. Il est également attendu de ce projet la réalisation de 7 puisards dont 5 dans la commune de Dandoli et l'aménagement de la mare de Komboko dans la commune de Bamba. Ce projet de Cash for Work rentre dans la politique nationale de sécurité alimentaire soutenue par le gouvernement du Mali. Il permettra à coup sûr de renforcer de façon directe et significative la résilience des populations bénéficiaires. A signaler que le projet de réduction de l'insécurité alimentaire fait suite à une campagne agricole déficitaire dans les villages bénéficiaires. La ville d'Erfurt en Allemagne a remis ce matin un camion bennes et un minicar à la mairie de la commune urbaine de Kati. Ces matériels roulants qui ont coûté environ 100 millions de francs CFA seront utilisés dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kati. Compte rendu sur Nakamisuko. Ce camion bennes et ce minicar ainsi remis à la commune urbaine de Kati sont le fruit d'un partenariat fécond entre 2 villes jumelles, Erfurt d'Allemagne et Kati. D'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA, les matériels roulants doivent contribuer à faire de ce cercle une référence dans le domaine de l'assainissement. Une délégation d'Erfurt a quitté ici il n'y a pas 10 jours. Ils ont séjourné chez nous, ils ont vu tous nos problèmes. Dès qu'ils sont partis, on nous a envoyé ces 2 véhicules avec les caissons, avec le financement pour les décharges finales. Chaque quartier, on va mettre un caisson. Et le volume du caisson, c'est au moins 6 mètres cubes. Ça ne peut pas tout faire, mais ça va diminuer les ordures dans la ville. Pour les autorités politico-administratives de Kati, il reste à la population locale de mener des actions citoyennes afin de donner une image reluisante à la ville. En plus de ces véhicules, la ville d'Erfurt est en train de construire la maison de la femme de Kati. Dans les jours à venir, la même ville d'Allemagne entend créer avec les responsables communaux une entreprise d'assainissement au bénéfice de tous les villages relevant de la commune. La nouvelle galerie dénommée African Art Center accueille une exposition d'objets d'art authentiques à l'immeuble ACI 2000. Le vernissage de l'exposition qui s'est tenu le samedi dernier est une initiative de l'artiste peintre et sculpteur malien Amadou Diabaté, plus connu sous le nom de Makodja. Des œuvres datant de plusieurs décennies sont visibles à cette exposition. Découvrons tout cela avec Modibo Soari. Première du genre, cette exposition installée ici à la galerie African Art Center est le résultat de plusieurs années de recherche et de collections acquises un peu partout à travers le Mali. Ces œuvres authentiques d'origines diverses et de différentes époques donnent une certaine vision des réalités socio-culturelles de notre pays. Il y a des objets ici à partir du 19e et 20e siècle. Il n'y a aucun objet artisanal ici.
donc tout est authentique. Il y a des cavaliers Dogon, des masques Bambara, des masques Sénoufo, et puis il y a les Tuguna Dogon, il y a les portes Dogon, ainsi de suite. Artiste peintre, sculpteur et président de l'Association des antiquaires du Mali, Amadou Diabaté, avec ses 40 ans d'expérience dans cet art, nous transporte dans l'univers très secret et mythique des masques et sculptures à travers cette expo. Au total, plus de 40 œuvres d'art sont visibles dans cette galerie d'art dédiée à l'art contemporain. Nous avons vu beaucoup de choses ici. Nous avons vu des gens admiratifs de l'art, des connaisseurs d'art qui sont venus voir. Nous avons vu des gens qui ont été impressionnés par la beauté des objets qui ont été présentés et par les explications qui ont été données par le peintre. Le promoteur de la galerie a mis à profit ce vernissage pour offrir au couple présidentiel malien une porte Dogon venant de Sanga, symbolisant l'entrée et la sortie du Mali. Le cadeau qu'il vient d'offrir au couple présidentiel, c'est une porte. Il a dit cette porte, je l'ai gardée depuis 20 ans. C'est inestimable, mais il préfère le donner au couple présidentiel pour apporter sa contribution dans le combat qu'ils sont en train de mener aujourd'hui, le combat pour le Mali, pour la réconciliation, pour la paix. African Art Center est une exposition permanente ouverte au public depuis ce week-end et c'est à l'immeuble ACI 2000 Amdalaï en plein cœur de Bamako. Silence inquiétant, c'est le nom d'un roman désormais disponible dans vos kiosques et bibliothèques. Dans ce livre, Abibata Chonta rend hommage à la femme à travers Sokna, dont la vie est partagée entre l'Afrique et les États-Unis. On en sait plus avec Fademba Keita. D'environ 418 pages, The Disquieting Silence ou Silence inquiétant est un roman de genre science-fiction de notre compatriote Abibata Chonta. Entièrement écrit en anglais, il a été publié le 20 novembre 2014 aux États-Unis aux éditions American Stars Books, Black and White Illustrations. Destiné donc aux anglophones, l'œuvre plonge le lecteur dans une histoire émouvante. À travers les péripéties de l'héroïne Sokona, l'auteur plaide pour la cause de la femme africaine, tantôt victime de violences domestiques, tantôt d'abus physiques ou psychologiques. Le Disquieting Silence, c'est un message d'hommage à la femme et c'est par rapport aux valeurs culturelles et le rôle que la femme joue dans la société d'aujourd'hui. Et aussi l'interférence culturelle, c'est-à-dire ces valeurs qui nous guident vers nos objectifs, que beaucoup d'entre nous qui ont eu la chance de vivre à l'extérieur perdent au profit de notre culture. Le style de l'auteur invite les étudiants de la faculté des lettres et des sciences du langage, de l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako à aller en profondeur de la fiction. L'ouvrage était en anglais, notre université était tout indiqué pour abriter cette cérémonie de lancement et de dédicace. Alors j'invite les étudiants du département d'anglais à lire, à s'approprier ce livre-là. Né au Mali, Abibata Chonta, après ses études à l'École normale supérieure de Bamako, a fréquenté plusieurs universités des États-Unis, dont George Washington. C'est donc en tant que témoin des faits qu'elle a écrit cette histoire, celle de Sokona. Femme qui incarne la force, une force épuisée dans la souffrance. Femme grièvement traumatisée et rejetée par la société. Malgré tout, elle parvient à surmonter tous les obstacles afin de revendiquer sa place de mère, de sœur, d'amie et d'épouse. Déjà disponible dans les bibliothèques, les fans de la lecture attendent avec impatience la version française. Sport, et ce soir nous allons parler d'hippisme. Le Grand Prix PMU Mali a été couru hier dimanche au champ hippique de Bamako. Environ 70 chevaux ont pris part à cette compétition. Le cheval Mansour a encore remporté le Grand Prix. Abdul Karim Kaba y était pour son reportage. 4 courses très relevées ont meublé le Grand Prix PMU Mali. Cette activité est l'un des événements phares dans l'agenda de la course hippique du Mali. Près de 70 chevaux ont pris part à ce Grand Prix PMU Mali. Les petits chevaux en 2 tranches ont servi de mise en jambe pour les jockeys et même pour les spectateurs. Dans un premier temps, les 5 premiers sont Alpha Blondi, Bomolignare, Dalakani, Bajangara et Rantal. La deuxième course des petits chevaux a vu Bonfils entrer en première position, suivi de Aïkilon. Baraouli a été 3e, 4e Mali et F16 s'est classé 5e. Chez les demi-craques, ce sont 15 chevaux sur une distance de 2400 mètres qui ont pris le départ. Cette course a été remportée par Yaïjou.
Bilal arrive en deuxième place. Rambon 1 a été troisième. Swakov est venu 4e et 5e, Roi de l'air. Le Grand Prix proprement dit a mis aux prises chez les cracks 13 chevaux. La course la plus attendue est incontestablement gagnée par le champion de tout le temps, le cheval de Nyoro, dont le nom fait peur aux autres, Mansour. Il est suivi de l'Adri 2. Alberto, un autre cheval de Nyoro, a été 3e. Union s'est classé 4e. Jumel a complété les quintiers. Au cours de ce Grand Prix Pumi Mali, Mamadou Ndiaye a offert un cheval au ministre de l'économie et des finances. On en vient à la chronique santé de ce lundi et nous nous intéressons ce soir à la lutte contre le VIH-Sida au Mali, plus précisément à certaines approches qui ont permis à Arcade Sida de remporter des succès dans la lutte contre ce fléau. Il s'agit notamment de l'approche communautaire de la communication qui a permis de briser le silence autour des personnes vivant avec le VIH pour aboutir à la gratuité des médicaments. Focus Santé, une réalisation de Kessila Dambeli. Au milieu des années 90, quand Arcade Sida naissait, beaucoup de tabous entouraient le VIH. Le statut sérologique n'était pas communiqué aux patients dans les structures de santé. Vivre avec le VIH était un fardeau trop lourd que l'on cachait. L'une des approches d'Arcade Sida a été la forte implication des patients dans la gestion de leur prise en charge. La personne vivant avec le VIH-Sida est une solution, mais pas un problème. Ils sont là au début, à l'accueil du patient, à l'orientation du patient. Ils sont là à la fin, dans le soutien psychosocial des personnes infectées par le VIH-Sida. Notre approche n'a jamais été une approche purement médicalisée. On a créé de nouveaux types d'agents de santé, c'est-à-dire les conseillers psychosociaux. Ça nous a beaucoup permis d'apprendre de ces personnes qui vivent dans leur chair le virus, pour mieux comprendre certaines choses. Et c'est là où nous avons bâti la notion d'équipe. Donc c'est l'équipe de soins. Et donc quand on parle d'équipe de soins, ce n'est pas équipe de médecins. Le patient ne se sentait donc pas exclu ou tenu à l'écart par le soignant, comme le témoignent aujourd'hui certains. C'est le système communautaire. Ils ont un système qui fait qu'il n'y a pas de différence entre eux et les patients. Il y a une approche qu'ils ont eu à faire entre eux et nous. La prise en charge au niveau communautaire fait que beaucoup de patients préfèrent venir au niveau des sites de Arcade. Le patient est là, il est au centre, mais tout ce qui entoure le patient, ils font face à tout ça. La stigmatisation des personnes vivant avec le VIH étant très forte, Arcade Sida et ses alliés ont décidé de frapper fort dans le domaine de la communication en brisant le silence autour des personnes vivant avec le VIH. Le CAFO a décidé de dire le thème de 8 mars 2000, on va dédier ça pour aider nos sœurs qui vivent avec le VIH, femmes et sida. C'est en ce moment qu'ils ont venu nous dire ça. Vraiment, ils veulent qu'on va à la télé pour être à côté d'eux, pour qu'on puisse parler de l'accès aux antirétroviraux, aux responsables. On a accepté. Après les témoignages, les femmes ont chanté. Ça a été la première fois que la chorale des veuves et orphelins du sida ont chanté. C'est Alpha qui était le président. C'est en ce moment que Alpha a décidé que le traitement sera gratuit. Mais la gratuité aussi, ce n'était pas tout le monde. Arcade Sida, première association de lutte contre le VIH-Sida au Mali, a dès 1997 créé une association féminine d'aide et de soutien aux veuves et orphelins du Sida pour accompagner les PV-VIH, surtout les femmes seules. Aujourd'hui, l'association continue de travailler avec les associations de PV-VIH des différentes régions du Mali. Les stratégies se peaufinent tous les jours en vue de consolider les acquis.
Et c'est communiqué avant de boucler ce journal. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation convie les présidents des partis politiques à une réunion d'échange sur l'organisation des élections communales, régionales et du district de Bamako le mardi 19 mai 2015 à partir de 10 heures précises dans la salle de conférence de son département. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation s'est compté sur la présence effective de tous. Aussi, dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le mardi 19 mai 2015 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, indépendant Mahamadou Diouara, 9h30, PDS Aïda Damba. Et ce rendez-vous, juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne du parti Sadi et de l'indépendant Muntaga Diallo. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Demain, 10h et 13h, retrouvez Rachel Tessougué. Et moi, je serai là pour les éditions du soir, s'il plaît à Dieu. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et sachez que c'est ensemble que nous bâtirons notre pays. Bien à vous et bonne soirée.